Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc toujours sur le dossier Gorbatchev, un Gorbatchev qui vient d'arriver au pouvoir en 1985. Donc, dans les cours précédents, j'ai rappelé quelles étaient les racines de Gorbatchev, comment il est arrivé au pouvoir. Ensuite, j'ai essayé de définir un petit peu le style Gorbatchev, donc à travers notamment ce mot magique, glasnost, la transparence. Et ensuite, j'en suis arrivé au projet gorbatchevien, en expliquant que certainement que Gorbatchev ne voulait pas ce qui est arrivé, c'est-à-dire la destruction de l'Union soviétique, la fin du Parti communiste. Le projet gorbatchevien était différent. Et si on veut essayer de le cerner, eh bien le mieux, c'est de revoir dans le détail les mesures qu'il a prises, qu'il a impulsées en 1987-88. Et ces mesures, donc, je les ai regroupées d'une manière tout à fait schématique, autour de quatre aspects. D'abord, la perestroïka économique dont j'ai parlé la dernière fois, donc en citant la création d'un super ministère de l'industrie alimentaire, le développement des entreprises, de l'autonomie des entreprises qui désormais peuvent passer des contrats entre elles et des contrats avec l'État, qui peuvent également disposer de leurs bénéfices, soit pour investir, soit pour augmenter les salaires. Développement des sphères d'initiative privée, ça veut dire que désormais en Union soviétique, il y a une trentaine d'activités artisanales et d'activités de services qui sont privatisées, qui sont privées. C'est donc une vraie révolution. Donc, pour les kolkhosiens, c'est-à-dire pour les paysans, révolution aussi, enfin transformation en tout cas, désormais les familles paysannes peuvent louer des terres à l'État. Ce sont des baux assez longs, 50 ans au moins. Les familles peuvent disposer de toute la production obtenue sur ces terres louées à l'État. De même, chaque kolkhosien peut voir son lopin de terre agrandi, son cheptel également en croissance par la seule décision du président du kolkhoz. Donc, autre transformation qui devrait améliorer nettement à la fois le niveau de vie des paysans, mais aussi la production alimentaire, puisque celle-ci dépendait en grande partie des productions des lopins des kolkhosiens. Ensuite, les entreprises étrangères sont encouragées à investir en Union soviétique. Ça existait déjà, mais désormais, l'investisseur étranger a une plus grande liberté pour participer à la direction de l'entreprise, pour les rémunérations du personnel notamment. Donc, ce sont des mesures très importantes. J'ai même employé le terme de révolution. Mais cette perestroïka économique a beaucoup de mal à décoller et même à s'affirmer, au moins pour trois raisons que j'ai indiquées. D'abord parce qu'une partie de la classe politique, notamment la nomenclatura, n'y croit pas et ne veut pas y croire d'ailleurs, parce que ces réformes remettent en cause souvent les privilèges de la classe politique, donc elles freinent. D'autre part, Gorbatchev lui-même est tiraillé par des tendances assez contradictoires. Il hésite beaucoup entre rester dans la planification ou s'ouvrir davantage vers le marché, centraliser ou décentraliser. Et enfin, il faut dire que la population ne suit pas dans sa grande majorité parce qu'elle est craintive, parce qu'elle ne croit pas à cette énième réforme. Elle a connu les réformes de Khrouchtchev, les réformes de Kosygin-Brejnev, et donc voilà un troisième individu à la tête de l'État qui annonce des réformes, mais comment le croire?
Alors, je vais en arriver aujourd'hui donc à deuxième volet des transformations gorbatcheviennes, la perestroïka politique. Alors, la perestroïka politique, ça commence d'abord, j'allais dire presque banalement, comme chaque nouveau dirigeant, lorsqu'il arrive au pouvoir, eh bien, il a tendance évidemment à renouveler les cadres pour pouvoir s'appuyer sur des personnes qui, pense-t-il, vont lui être fidèles. Donc, à l'époque de Gorbatchev, c'est ce qui se produit, mais la nouveauté, c'est que c'est massif, le renouvellement et le rajeunissement des dirigeants. Je donne quelques exemples. D'abord, au sommet, au bureau politique, eh bien, Gorbatchev se débarrasse, le mot est un peu violent, mais compte tenu de la lutte des clans qui avait eu lieu pour la succession de Brejnev, d'Andropov et de Tchernenko, je crois qu'on peut employer ce terme un peu fort. Donc, il se débarrasse de Romanov, Tikhonov, Grishkin, Aliev et même Gromyko, des anciens concurrents, donc, qu'il veut. Alors, il s'en débarrasse plus ou moins bien, on va le voir notamment avec Gromyko. Hein. Il y a des placards dorés, bien sûr, pour ces personnalités. À la place, il fait rentrer des hommes donc relativement nouveaux qui, pense-t-il, sont acquis à ces idées de transformation fondamentale du système. Alors, en premier lieu, Édouard Shevardnadze, qui est un Géorgien, une haute personnalité géorgienne, et qui va prendre la tête des affaires étrangères durant toute la période Gorbatchev. Ryzhkov, qui va devenir président du Conseil des ministres, c'est un économiste. Au départ, Gorbatchev a confiance en lui, mais il s'aperçoit assez vite que Ryzhkov freine des quatre fers pour appliquer les réformes les plus radicales. Yakovlev, qui va jouer un rôle très important en politique étrangère, ou Medvedev également. Donc, on épure le bureau politique et on renouvelle de fond en comble, 85% c'est beaucoup, n'est-ce pas, le comité central. Et à la base, c'est-à-dire dans les régions, dans les villes, il y a également un mouvement du même type, c'est-à-dire un rajeunissement des cadres. Donc, cette espèce de coup de balai, de remplacement, comme on dirait aujourd'hui, comme certains diraient aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose quand même d'assez profond. Deuxième mesure, et qui est beaucoup plus nouvelle, beaucoup plus importante, qui est vraiment révolutionnaire, c'est la tentative par Gorbatchev de rééquilibrer les pouvoirs entre les trois éléments clés du système communiste, le parti, l'État et la société. Jusqu'à présent, donc, les choses sont très claires depuis Lénine. Hein, l'élément dirigeant dans un système communiste, et notamment dans le système soviétique, c'est le Parti communiste. L'État est second, le parti, disons, se sert de l'État pour gérer, pour appliquer sa politique, mais l'État est dirigé par le parti. Quant à la société, eh bien, la société, elle est également totalement dirigée par le parti, puisque, en principe, le parti représente cette société, donc ce n'est pas de la dictature, c'est au contraire de la démocratie, soi-disant. Et cette société, donc, conduite admirablement bien par le parti, eh bien, ne fait qu'entériner les décisions du parti en votant notamment pour les candidats du parti. Voilà le système donc, qui règne depuis Lénine. Gorbatchev souhaite non pas remettre en cause la primauté du parti, il n'en est pas question. Officiellement, il n'aurait même pas eu le temps de proposer cette mesure qu'il aurait été débarqué. Donc, Gorbatchev le sait très bien et n'en a peut-être pas envie.
Non, il veut modifier le rôle du parti. Selon lui, pour améliorer le système, il faut en urgence épurer le parti. Il faut redéfinir son rôle. Il doit, soi-disant, redevenir, en réalité, il l'a été que quelques semaines, il doit redevenir un organe de réflexion, d'incitation, de décision, mais il doit renoncer à être une structure de gestion qui concurrence les ministères d'État. Donc, je répète, les choses sont claires. Le parti reste un organe de réflexion, d'incitation, mais il ne doit plus être un organe de gestion. Donc, une telle réforme entraîne une réduction substantielle de l'appareil du parti, tant à l'échelon d'ailleurs du comité central qu'à ceux des comités de région ou de ville. Par exemple, en septembre 1988, on apprend que le comité central accepte de supprimer la plupart des départements du parti qui jusque-là coiffaient les grands secteurs étatiques en matière de transport, d'énergie, d'industrie chimique. Donc, parce que jusque-là, vous aviez donc l'État avait des ministères qui s'occupaient de l'industrie, de l'énergie, des transports. Mais ces ministères étaient coiffés au sein du parti par des départements ayant la même compétence et étant supérieurs du point de vue du pouvoir décisionnel. Donc, Gorbatchev supprime au sein du parti ces départements, désormais l'industrie, les transports, etc., etc. Tout cela sera géré directement, non plus par le parti, mais par l'État. Donc, sur mon schéma, je transporte, si je peux dire, les organes de gestion du parti à l'État. L'État qui se trouve évidemment considérablement renforcé par ces démantèlements, ces transferts, ça ne fait aucun doute. Alors, l'État va aussi se trouver renforcé par une réforme constitutionnelle qui intervient le 1er décembre 1988. Cette réforme de décembre 1988 institue une nouvelle assemblée, le Congrès des députés du peuple. Alors, avant de voir la nouveauté, revenons un instant en arrière pour rappeler quelle était donc la structure du pouvoir jusque-là. Alors, en rouge, le parti, en bleu, l'État, en vert, la société. Bon, les organes du Parti communiste sont déjà très connus. Donc, il y a le comité central, qu'on appelle souvent le parlement du parti, qui désigne un politburo, qui est un organe d'une trentaine de membres, si on compte des membres suppléants, et un secrétariat général qui n'a cessé de prendre de l'importance, et au sein de ce secrétariat général, un premier secrétaire qui est l'homme le plus puissant en Union soviétique. Parallèlement, il y a les organes de l'État, en bleu, donc un parlement, le Soviet suprême, formé par 1500 députés, ce Soviet suprême étant divisé en deux chambres, l'une qu'on appelle le Soviet de l'Union, l'autre qui représente les nationalités. Ce Soviet suprême élit un conseil qu'on appelle le présidium du Soviet suprême, qui lui-même désigne un président. Et ce président du présidium du Soviet suprême joue un peu le rôle de chef d'État. Et le Soviet suprême désigne aussi un conseil des ministres avec un premier ministre. Bon. Donc tout ceci est connu. Alors le Soviet suprême, il est donc élu à partir de candidats présentés par le comité central. C'est pour ça que j'ai fait cette flèche rouge. Et les électeurs, la flèche verte,
ne font que, ne peuvent qu'élire des candidats du Parti communiste au Soviet suprême. Donc ça, c'était le système jusqu'à la réforme de décembre 1988, jusqu'à la réforme de Gorbatchev. Désormais, il y a une nouvelle structure qu'introduit Gorbatchev, qu'on appelle le Congrès des députés du peuple. Alors, le Congrès des députés du peuple, il a d'abord pour fonction de définir les grandes orientations du pays. Ensuite, il a des fonctions électives importantes, puisqu'il élit les 542 membres du Soviet suprême. Le Soviet suprême, en effet, a été dégraissé, si je peux dire. Au lieu de 1500 membres, il y en a désormais 542, mais il y a toujours deux chambres, le Soviet de l'Union, avec simplement 271 députés, et le Soviet des nationalités, 271. Donc, ce Parlement, ce Soviet suprême, je le répète, est élu tous les ans par cinquième par le Congrès des députés du peuple. Donc, et cette nouvelle structure, le Congrès des députés du peuple, élit aussi un nouveau poste, une nouvelle fonction que j'ai mis en violet, qui s'appelle le président du Soviet suprême. Alors, l'élection est un peu particulière. Normalement, c'est le premier secrétaire général du parti qui se présente comme candidat à la présidence du Soviet suprême. Bon, s'il est élu à la majorité, c'est parfait, il devient président du Soviet suprême. S'il n'est pas élu à la majorité, il peut y avoir d'autres candidats qui se présentent. Ensuite, comment ce congrès des députés du peuple est formé, est élu? Alors, c'est un peu compliqué, mais disons que le système est fait pour ne pas froisser les plus conservateurs, pour montrer que les choses continuent, que ce sont simplement des réformes, mais ce ne sont pas des révolutions. Alors, dans le Congrès des députés du peuple, on distingue, c'est ce que j'ai marqué par cette longue bande rouge, il y a un tiers des députés du Congrès des députés du peuple qui sont élus par les organisations sociales du Parti communiste, c'est-à-dire par le Parti communiste, les Komsomols, les jeunesses communistes, et les syndicats, l'Académie des sciences, donc toutes les organisations communistes élisent un tiers des députés du peuple. Et les deux autres tiers, que j'ai représentés par la bande verte ici, les deux autres tiers sont élus, sont formés de candidats soit présentés par le Parti communiste, soit totale nouveauté, présentés par 500 électeurs de la société. C'est-à-dire qu'il suffit que les électeurs, que 500 électeurs se réunissent, désignent l'un d'entre eux, et celui-ci pourra être candidat au Congrès des députés du peuple. Donc c'est ça la révolution. Si vous voulez, le monopole du parti est rompu. Il n'est plus le seul à pouvoir présenter des candidats. Désormais, la société peut aussi désigner des candidats. Voici donc le système. Et un peu plus tard, donc deux ans plus tard, en mars 90, continuant dans l'imitation un peu des institutions américaines, le terme de congrès, comme aux États-Unis, ne nous a pas échappé, eh bien, Gorbatchev décide qu'à partir du 15 mars 1990, il y aura un président de l'Union soviétique qui sera élu par le Congrès des députés du peuple. Il est candidat et il sera le premier président de l'URSS. Voilà. Il pense que sur la scène internationale, il est bon que le premier secrétaire général du parti ait un titre beaucoup plus général, celui de président de l'Union soviétique. Donc,
des mesures politiques qui ne sont pas des réformettes du tout. Hein. Elles sont complexes, je le répète, parce que Gorbatchev n'a pas les coudées franches et qu'il doit donc avancer à petits pas, mais elles sont fondamentales. Troisième aspect de la perestroïka, après la perestroïka économique, politique, la perestroïka que j'appellerais diplomatique. Pardon. Alors, avant de l'exposer, je veux en arriver aux raisons, parce que il est évident que Gorbatchev ne souhaite pas transformer les rapports entre les États, les États dans le monde, hein, uniquement pour des raisons éthiques, morales. Il y a des raisons bien matérielles qui sont à la base de cette perestroïka diplomatique. On peut dire qu'il y en a deux principales. D'abord, il faut, pour l'Union soviétique, réduire le coût de la course aux armements. Ce coût est devenu totalement insupportable parce que les États-Unis, depuis que Reagan, en 1980, est arrivé au pouvoir, eh bien, les dépenses d'armement flambent d'une manière considérable. Et l'Union soviétique ne peut plus suivre. Deuxième objectif, c'est faire en sorte que les relations avec l'Occident, notamment les États-Unis, mais aussi l'Europe, soient les meilleures possibles pour que l'Union soviétique obtienne des crédits, des crédits, des crédits. Elle en a besoin à la fois pour faire manger son peuple, aussi bizarre que ça puisse paraître, la puissante Union soviétique, celle qui dispose d'armes nucléaires effrayantes, eh bien, n'arrive pas à nourrir sa population en entier. Et il faut que chaque année, elle importe des céréales depuis l'Occident. Et puis, bien sûr, l'autre raison d'être le mieux possible avec l'Occident, c'est que Gorbatchev s'est rendu compte que dans les dernières années de Brejnev, le progrès technologique dans 1000 domaines, informatique, etc., s'était presque arrêté en Union soviétique. Et il faut à tout prix rattraper ce retard en ce qui concerne les technologies modernes. Et seul un commerce, des échanges avec l'Occident peuvent permettre de rattraper ce retard du point de vue technologique. Donc, modifier les rapports entre l'Est et l'Ouest, ça correspond pour Gorbatchev à ces deux objectifs. Avec qui essayer d'obtenir donc ces transformations dans les relations internationales, notamment entre l'Est et l'Ouest? Bien d'abord, il y a ceux qu'on ne peut plus utiliser. Andrei Gromyko, qui a mené la politique étrangère depuis des années, est un homme qui est hostile à Gorbatchev, hostile aux réformes de Gorbatchev. Donc, il est évident que Gorbatchev doit le mettre sur la touche le plus vite possible. Il le fait avec une certaine élégance, puisque Gorbatchev n'a plus la responsabilité des affaires étrangères, mais il est nommé chef de l'État, qui est quand même une fonction plutôt honorifique. Mais il n'est plus aux affaires étrangères. Pour le remplacer, un nouveau, un Géorgien, Édouard Shevardnadze. Dans ce livre, dans cette biographie française, il est qualifié, vous le voyez en sous-titre, le renard blanc du Caucase. Donc, un renard, c'est un homme habile qui connaît bien les problèmes, notamment des nationalités, puisque dans son pays, la Géorgie, il y a de gros problèmes avec les Ossètes, les Abkhazes notamment.
Et donc, Gorbatchev pense qu'il peut vraiment compter sur cet homme habile et expérimenté. Et Shevardnadze va le suivre durant la majeure partie de la période donc, de 85, à partir de 85. Également un homme qui est moins connu que Shevardnadze, mais qui joue un rôle peut-être plus important, qui parle vraiment à l'oreille de Gorbatchev pour tout ce qui concerne les relations étrangères, c'est Alexandre Yakovlev. Il jouera un rôle très important, notamment pour conseiller plutôt la modération d'ailleurs, à Gorbatchev en ce qui concerne les rapports avec les pays satellites d'Europe orientale. Donc, voilà en gros la nouvelle équipe. Alors, écoutons Gorbatchev plaider pour un changement complet des rapports entre l'Est et l'Ouest. Bien, premier argument, la course aux armements est absurde et ultra dangereuse. Alors, pour suivre l'argumentation de Gorbatchev, je reviens un petit peu en arrière pour rappeler les principales étapes de ce qu'on a appelé la course aux armements de l'Est et de l'Ouest. Alors, je rappelle que c'est en 1949, donc 4 ans après l'explosion de la première bombe américaine, atomique américaine, que l'Union soviétique donc fait à son tour un essai dans le désert du Kazakhstan. Et à partir donc d'août 49, on peut dire qu'elle possède des armes aussi dangereuses que les États-Unis. Bien sûr, les progrès dans le nucléaire vont être assez rapides et les États-Unis vont avoir tendance souvent à dépasser en puissance, en possibilité de lancement les soviétiques, mais la date de 49 est quand même fondamentale. Hein, les deux puissances qui s'opposent, les deux grands adversaires dans le monde, ont chacune l'arme atomique. Durant les 2 décennies qui suivent, les années 50-60, eh bien, on assiste, c'est le cœur de la guerre froide, à une accumulation des armes nucléaires de toute nature, depuis l'obus de canon jusqu'à l'IRBM, c'est-à-dire aux missiles de portée intermédiaire, donc qui peuvent tirer jusqu'à 3000, 5000 kilomètres. Donc, c'est vraiment là le moment le plus dangereux de la guerre froide, que cette course aux armements, course effrénée des deux côtés. Et puis arrive une période d'une 12aine d'années où l'on peut parler de détente. Le point de départ, c'est la crise des fusées de Cuba, lorsque Kennedy apprend que Khrouchtchev est en train d'établir des bases de lancement de fusées à Cuba, tournées évidemment vers les États-Unis, et que Kennedy déclare que c'est impossible d'admettre une telle menace. Et pendant quelques jours, quelques heures, on craint une guerre nucléaire et même une guerre mondiale, puisque des pays comme la France assurent les États-Unis de leur soutien. Et c'est cette grande peur que la crise de Cuba a provoquée qui a donné un peu de sagesse, si vous voulez, aux grands, et qu'un certain nombre de mesures de détente ont été adoptées. C'est le moment où on installe un téléscripteur direct entre le Kremlin et la Maison-Blanche, téléscripteur qu'on appelle téléphone, téléphone rouge. Donc désormais, en cas de crise, les deux grands pourront s'appeler directement. On multiplie les accords, les rencontres. Les accords, ce sont ces fameux traités SALT, traités de non-prolifération des armes atomiques, le premier étant signé en 1972. Donc, il y a là un moment où la course aux armements semble s'interrompre. En réalité,
il faut plutôt regarder cette magnifique caricature. Vous voyez donc Brejnev, jeune, serrer la main à Nixon, et c'est la partie détente. Une main, il serre, mais l'autre main, ils l'ont derrière le dos, avec à l'intérieur tout un faisceau de missiles. Cela veut dire donc que comment dirais-je, ces décisions qui sont prises officiellement pour diminuer le stock des armes atomiques, ce sont des décisions qui sont souvent prises officiellement pour la galerie, mais en réalité, les deux grands continuent à affûter leurs armes, c'est-à-dire donc à travailler sur des armes atomiques de plus en plus dangereuses. Voilà pourquoi, après ces années de détente très relative, on découvre en 1977 que l'Union soviétique possède un missile très moderne, très précis, sans équivalent à l'Ouest. Ce sont les fameuses fusées SS-20. Et c'est un coup de tonnerre dans les rapports Est-Ouest, un coup de tonnerre aux États-Unis, où on a le sentiment que, ça y est, l'équilibre stratégique est rompu, et il est rompu au profit de l'Union soviétique. Donc c'est la panique, si je peux dire, même si, bien sûr, on ne le montre pas, aux États-Unis, notamment dans le camp des faucons. Et arrive justement quelques années après, en 1980, arrive donc comme président des États-Unis pour 2 mandatures, Ronald Reagan. Ronald Reagan, donc, qui sera aux manettes aux États-Unis de 80 à 89. Et Ronald Reagan n'a pas beaucoup d'idées, mais il en a quelques-unes qui sont des idées fixes et qu'il va tenter de mener très loin. Première idée, c'est ce que j'ai représenté par la courbe là, c'est d'augmenter de manière considérable le budget des dépenses militaires aux États-Unis. Deuxième idée, c'est d'arriver très vite à avoir des missiles balistiques aussi puissants que les SS-20. Et en 1983, les États-Unis produisent leur premier Pershing, Pershing 1, Pershing 2. Et enfin, mettre au point un système de défense des États-Unis qui rende inopérants tous les missiles que serait susceptible d'envoyer l'Union soviétique. Une espèce de parapluie, si vous voulez, qui serait donc étendu sur tous les États-Unis et qui empêcherait les missiles donc d'arriver et de faire des dégâts. C'est ce qu'on a appelé l'IDS, c'est-à-dire donc l'initiative de défense sécuritaire qu'on appellera aussi la guerre des étoiles. Alors, c'est un programme extrêmement complexe sur le plan technologique, programme antimissile, qui demande d'énormes crédits et beaucoup de temps. Les États-Unis n'auront absolument pas le temps de le mener à bien. Mais Reagan ne cesse de l'utiliser, c'est vraiment le prince du bluff, pour laisser croire à la Russie que ce système est en très bonne voie, qu'il sera opérationnel très vite. Et évidemment, l'Union soviétique est atterrée par cette arme absolue qui rendra donc inopérantes leurs propres armes. Donc, quand Gorbatchev arrive au pouvoir, presque, hein, vous avez donc les deux, l'Est et l'Ouest, face à face, un Ronald Reagan extrêmement agressif, qui ne parle de l'Union soviétique que pour dire que c'est l'empire du mal, qui a réussi donc à mettre au point, depuis 1983, ses Pershing. En face, une Union soviétique très offensive, qui dispose donc de ses SS-20, qui a envahi l'Afghanistan, qui
participe à l'occupation d'une partie de l'Afrique. Donc, jamais, si vous voulez, les risques de conflit n'ont été aussi forts que durant ces années où Gorbatchev prend le pouvoir. Donc, cette course aux armements est quelque chose qui est totalement dangereuse et aussi absurde dans la mesure où tous les crédits sont employés à cela. Deuxième idée de Gorbatchev, il faut modifier la nature des rapports internationaux, notamment des rapports entre l'Est et l'Ouest. Jusqu'à présent, donc, ces rapports internationaux sont régis exclusivement par les idéologies réciproques. D'un côté, l'idéologie libérale, de l'autre côté, l'idéologie marxiste. Et on a le sentiment qu'aucun rapprochement, aucun accord ne peut avoir lieu compte tenu de ces idéologies totalement opposées. Gorbatchev dit erreur. Erreur. Certes, je suis marxiste, je suis communiste, je mourrai communiste, je ne vais pas me convertir au libéralisme. Et quand il rencontre Mme Thatcher ou Reagan, il leur tient le même discours, je n'ai pas l'intention de vous proposer de devenir communiste. Mais, dit Gorbatchev, au-delà de nos idéologies propres, il y a des points sur lesquels nous pouvons très bien nous entendre, des problèmes majeurs de l'humanité. Il y a par exemple le problème de la pauvreté, du sous-développement, de l'écologie. Alors on ne parle pas à l'époque de l'écologie comme aujourd'hui, mais enfin c'est quand même le début de la prise de conscience des risques absolus pour la planète, de tout ce qu'on fait qui nuit bien sûr à l'équilibre écologique. Il y a le désarmement aussi. Donc Gorbatchev dit, oublions un instant nos idéologies respectives, mettons-nous autour d'une table pour discuter de ces grands problèmes de l'humanité pour lesquels il n'y a pas obligatoirement une solution marxiste ou une solution libérale. Et donc, nous pouvons nous entendre. Donc, on parle désormais de rapports internationaux, de rapports entre l'Est et l'Ouest désidéologisés. Alors, tout ceci, on a le sentiment à l'époque que ce sont de belles paroles. Personne ne peut dire le contraire. On est même assez sidéré que ces paroles soient employées, ces théories avancées par le nouveau chef de l'État soviétique. Mais comme dans la chanson, je crois, de Dalida, tout le monde se dit parole, parole. Mais il faudrait des actions qui prouvent que Gorbatchev est prêt à passer justement à la réalisation, à l'application de ces principes. Eh bien, Gorbatchev répond, je vais vous donner des gages concrets de ma bonne foi. Je vais vous montrer que l'URSS a changé, va changer et change. D'abord, il y a, ce n'est pas rien, j'en ai parlé à propos de la glasnost, ces aveux spectaculaires que l'on trouve dans la nouvelle presse gorbatchevienne, la presse de la glasnost, celle dont j'ai parlé, par exemple les nouvelles de Moscou ou Ogoniok. Alors qu'est-ce qu'on trouve? J'ai déjà évoqué, par exemple, ce titre qu'on trouve un jour, l'exécution d'Imre Nagy, c'était nous, c'est-à-dire ce communiste réformateur hongrois, exécuté en 1957. On ne savait pas, soi-disant, comment il était mort, etc. Eh bien, l'Union soviétique dit c'est nous. C'est le KGB qui l'a enlevé, qui, après un jugement sommaire, l'a assassiné en 1957.
incroyable, cet aveu. Katyn, c'était nous. Alors, les Allemands avaient révélé pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ils avaient trouvé un charnier avec des milliers de corps qui étaient les corps d'officiers polonais. Et que ces officiers polonais avaient été exécutés au printemps 1940 par les soviétiques. Aussitôt, évidemment, Staline s'était écrié que c'était un mensonge et que c'était les nazis qui avaient fait cette exécution. Eh bien, à l'époque de Gorbatchev, on répond, ce n'étaient pas les nazis, c'est nous, les soviétiques, qui avons honteusement exécuté d'une balle dans la tête la fine fleur des officiers polonais. Incroyable. Et enfin, il y en a d'autres révélations, hein, je parle que des plus spectaculaires. Le pacte avec l'Allemagne nazie, oui, c'était bien nous. Jusque-là, donc, il fallait à peine parler du pacte germano-soviétique d'août 1939, un pacte qui avait totalement changé la configuration internationale, qui avait donné à Hitler les mains libres pour attaquer l'Occident. Bien jusque-là, les soviétiques disaient qu'ils avaient été amenés au dernier moment parce que les Occidentaux les avaient lâchés, etc. Non, on s'aperçoit désormais, d'après les révélations de la presse de la perestroïka, que les soviétiques, dès le printemps 1939 et même avant, avaient commencé des négociations avec les nazis. Donc, des aveux spectaculaires. Autre gage très concret, Gorbatchev annonce « Nous allons nous retirer d'Afghanistan ». Alors, je me souviens, on dit « Ils le feront jamais ». Eh bien, si, à partir de mai 88, et les troupes soviétiques quittent l'Afghanistan et les dernières troupes le quitteront en février 89. Bref rappel à propos de l'Afghanistan, parce que c'est un pays auquel on s'intéresse beaucoup actuellement, et pour cause. Donc, je veux en un mot rappeler un peu la situation, et notamment l'occupation. Donc, j'ai eu l'occasion d'y faire référence. C'est en 1979 que Brejnev, c'est une décision presque personnelle, avait voulu donc intervenir en Afghanistan, occuper l'Afghanistan, ce que font les troupes soviétiques, qui assassinent le président Amin, qui était au pouvoir, et mettent un nouveau gouvernement et s'installent dans le pays. Donc à partir de 1979, l'Afghanistan est occupé par les soviétiques. Aussitôt, une guerre a éclaté qui va durer 10 ans. D'un côté, l'Union soviétique et les forces communistes afghanes, pro-soviétiques, et en face, les moudjahidines, c'est-à-dire ces Afghans résistants qui sont armés, soutenus par une coalition assez hétéroclite où l'on trouve le Pakistan, les États-Unis, la Chine, l'Iran. Bon. C'est une guerre très, très dure, qui affecte beaucoup les soviétiques. On l'a dit souvent, de même que les Américains ont été traumatisés par la guerre du Vietnam, d'envoyer des jeunes se faire tuer donc au Vietnam. De même, l'Afghanistan est devenu très vite un bourbier vietnamien, comme on l'a dit, pour les soviétiques. Donc, en 89, Gorbatchev prend la décision de quitter l'Afghanistan en laissant le pouvoir à un gouvernement communiste dirigé par Najibullah. Un mot, même si je devrais m'arrêter là par rapport à ce que je traite, je rappelle simplement qu'après les soviétiques, quelques années après, le gouvernement de Najibullah a été renversé par l'État islamique, Daesh, que pendant 4 ans, une guerre civile a opposé l'État islamique
à un nouveau mouvement islamique aussi, le mouvement taliban, qui finalement a pris le pouvoir en 1996 et est resté au pouvoir jusqu'en 2001, jusqu'à ce qu'une coalition conduite par les États-Unis, après donc les attaques sur les États-Unis à New York, Washington de 2001, donc les États-Unis décident donc par représailles de chasser les talibans du pouvoir et donc se mettent à la tête d'une coalition internationale. Et de 2001 à 2021, c'est un gouvernement pro-américain donc, qui est à la tête de l'Afghanistan. Mais en 2021, les Américains ayant décidé de se retirer, les talibans reprennent le pouvoir. Alors, également parmi les gages qui montrent que Gorbatchev est vraiment décidé à modifier les relations internationales, se règle comme miraculeusement avec Gorbatchev, c'est-à-dire en 88-89, un certain nombre de conflits régionaux qui existaient depuis pas mal de temps, notamment la guerre Iran-Irak. Khomeini était arrivé au pouvoir, vous le savez, en février 1979 en Iran, et peu après avait éclaté une guerre déclenchée par l'Irakien Saddam Hussein, qui craint que l'arrivée au pouvoir des chiites en Iran réveille la minorité qui en réalité est une majorité chiite d'Irak, alors que lui, Saddam Hussein, est sunnite. Donc pour cette raison, pour d'autres raisons économiques, Saddam Hussein se lance donc dans une guerre contre l'Iran à partir donc de septembre 1980. La guerre va durer jusqu'à août 88, guerre de tranchées, guerre chimique, des dizaines de milliers de morts des deux côtés. L'Union soviétique va soutenir l'Irak, puisque depuis 1972, il y avait un accord entre l'Union soviétique et l'Irak. Donc, l'Union soviétique vend des armes, entretient des armes pour Saddam Hussein, au moins jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev. Et Gorbatchev, très vite, prend de la distance, se rapproche difficilement, mais se rapproche de l'Iran, de sorte que Saddam Hussein, qui n'a plus donc cet accord, cette aide inconditionnelle de l'Union soviétique, va devoir, pour cette raison et pour d'autres, cesser les hostilités. Et la guerre donc s'arrête en 1988. Ça a été d'ailleurs le statu quo. Autre conflit qui va s'arrêter aussi en partie par l'action, ou plutôt la non-action de Gorbatchev, c'est le conflit namibien. Donc la Namibie, vous le voyez, donc dans la partie sud de l'Afrique, entourée par l'Angola, le Botswana et l'Afrique du Sud. Depuis 1920, la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, avait confié à l'Afrique du Sud l'administration donc de la Namibie. Mais en 1973, l'ONU avait révoqué ce mandat et avait reconnu une organisation, le SWAPO ou la SWAPO, comme seul représentant du peuple namibien. Et à partir de ce moment-là, une guerre avait éclaté entre l'Afrique du Sud et la SWAPO, soutenue, la SWAPO, par l'Angola, Cuba et bien sûr l'Union soviétique à l'arrière. Bon, à partir du moment où Gorbatchev annonce qu'il n'y aura plus de soutien, Cuba et l'Angola, bien sûr, ne peuvent pas suffire,
pour la SWAPO, il faut à tout prix s'accorder avec l'Afrique du Sud. Et donc, en décembre 88, intervient un accord et quelques mois plus tard, des élections et la Namibie devient véritablement indépendante avec une constitution. Donc là, voilà aussi un conflit qui est réglé par le retrait de l'Union soviétique qui agissait par l'intermédiaire de l'Angola et de Cuba. Autre et dernier exemple, le Cambodge. Le Cambodge, donc, je ne reviens pas en arrière avec le protectorat français, etc. Non, je pars de la prise du pouvoir par les Khmers rouges au mois d'avril 1975, quand ils prennent Phnom Penh, la capitale du Cambodge. En décembre 1978, il y a une attaque du Vietnam, le Vietnam qui a toujours les yeux fixés sur le Cambodge, sur le Laos, et qui aimerait bien, disons, fédérer sous sa direction l'ensemble de la péninsule indo-chinoise. Donc le Vietnam qui est en très mauvais termes avec les Khmers rouges, eux-mêmes soutenus par la Chine, autre adversaire feutré du Vietnam. Donc, le Vietnam attaque en décembre 1978 les Khmers rouges du Cambodge. Le Vietnam est victorieux. Il met en place un gouvernement pro-vietnamien et le Vietnam occupe le pays. Et en septembre 89, le Vietnam, travaillé par Gorbatchev, qui là aussi annonce qu'il n'y aura plus d'aide soviétique, et d'autre part Gorbatchev qui veut s'entendre de mieux en mieux avec la Chine. Donc Gorbatchev fait pression sur le Vietnam pour qu'il se retire du Cambodge. Et c'est chose faite en septembre 1989. Enfin, on vient de le voir d'ailleurs en partie, Gorbatchev annonce que désormais, il n'y aura plus de grande internationale communiste, comme on le proclamait jusque-là, c'est-à-dire que l'Union soviétique n'aura plus de rapport privilégié, de rapport économique privilégié avec les États marxistes. Gorbatchev déclare que financièrement, l'Union soviétique a besoin de toutes ses ressources pour son pays et que désormais, donc, il ne pourra plus disperser ses ressources auprès d'autres États, y compris les États marxistes. Et à ce sujet, le meilleur exemple est celui de Cuba. Vous voyez ici une du journal Le Monde en avril 89, la réaffirmation de l'amitié fraternelle et indestructible entre l'URSS et Cuba. Donc Fidel Castro et Gorbatchev qui se rencontrent. Alors en réalité, les choses sont totalement différentes. Gorbatchev est venu entériner la fin de l'aide économique à Cuba. Et l'aide économique à Cuba, c'était pas rien. C'était environ 4 à 6 milliards de dollars par an. Donc, on peut dire que Cuba était sous transfusion soviétique et vivait ainsi sous transfusion, d'autant qu'il y a le blocus américain autour de Cuba. Donc, la fin de l'aide soviétique à Cuba est une vraie catastrophe pour Cuba. J'ai fait un très, très court séjour à Cuba en 1994. Donc, cela faisait 4 ans seulement que Gorbatchev avait mis fin à l'aide économique de l'URSS au régime cubain. Et là, je me suis rendu compte, si vous voulez, du traumatisme qu'avait créé la fin de cette aide. Du jour au lendemain, m'expliquent des Cubains que je rencontrais, les vitrines se sont dégarnies, les magasins se sont vidés. Aujourd'hui, c'est vraiment la misère. On ne peut rien se procurer $100. Tout est rationné, 4 œufs pour 15 jours.
un bout de pain par jour par personne. L'électricité est coupée tous les jours une douzaine d'heures. L'essence rationnée, 10 à 15 litres par mois. À partir de 25 du mois, beaucoup de personnes ne s'alimentent plus qu'avec de l'eau sucrée. À la place du savon, on utilise de l'herbe. Chacun rogne, vole sur les marchandises, essence, lait. En 5 jours au marché noir, on gagne l'équivalent d'un mois de salaire. Et une Cubaine qui me voyait sortir de mon sac une petite trousse à pharmacie, vous savez, ce que tout touriste emporte en cas de problème de santé. Et elle me dit, voyez, dans votre trousse, il y a davantage de médicaments que dans n'importe quelle pharmacie de notre pays. Nous manquons de tout, même d'aspirine. Je raconte cela parce que pour dire que 4 ans après cette rupture, c'était terrible pour Cuba. Donc, au total, les mesures prises par Gorbatchev sont rapides et radicales et il n'hésite pas, donc vous le voyez, à traumatiser évidemment les anciens alliés qui s'étaient habitués, les anciens pays frères qui s'étaient habitués à cet envoi de matériel militaire, cet envoi tout simplement de roubles, de dollars, etc. Et après avoir donné tous ces gages, Gorbatchev s'engage dans un nouveau dialogue Est-Ouest. Et de très nombreux sommets ont lieu, notamment entre Reagan et Gorbatchev. Voici, je crois que c'est la première rencontre entre les deux hommes à Genève en novembre 1985. Rencontre, bon, en dépit de la photo, les photos sont trompeuses, un peu froides, il y a une grande méfiance entre eux, mais les rencontres suivantes sont beaucoup plus productives, plus chaleureuses aussi d'ailleurs, celle de Reykjavik en octobre 86 et surtout la rencontre de Washington en décembre 87 qui est une vraie rencontre historique compte tenu des accords, puisque ce sont les premiers accords sur le démantèlement des missiles nucléaires à moyenne portée. Et cette décision de décembre donc, est appliquée dès 88. Les Soviétiques s'engagent à détruire 1752 missiles et les Américains 869. C'est donc extraordinaire. Et ensuite, à la fin de la période Gorbatchev, en juillet 91, il y a un traité de réduction des armes stratégiques. Alors, les armes stratégiques, je vous ai mis la définition, sont des armes nucléaires, mais dont les objectifs, si vous voulez, ce n'est pas des armes tactiques, les objectifs sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus dangereux aussi, donc c'est des accords essentiels, et ces premiers traités START sont pris le 31 juillet 91. J'ai terminé pour aujourd'hui et je veux terminer sur ce schéma pour dire que ces mesures de la perestroïka, de la glasnost, sont des mesures quand même considérables qui déboussolent, qui inquiètent, qui réjouissent une minorité mais qui inquiètent une majorité, à URSS et dans tout l'empire soviétique. C'est des mesures qui vont déstabiliser d'abord les républiques d'Estonie, Lettonie, Lituanie, les Pays-Bas, l'Ukraine, etc., la Géorgie, et qui vont évidemment déstabiliser aussi les pays d'Europe centrale. Voilà pourquoi, au prochain cours, je veux aborder, si vous voulez, l'impact de la perestroïka dans les pays satellites. Je vous remercie.